Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut-il la réviser ou la changer? Qu'est-ce que l'on entend par réviser la Constitution? Réviser la Constitution, c'est dire tout simplement changer, amender quelques articles de la Constitution ou quelques dispositions constitutionnelles. Ça veut dire qu'on garde la même Constitution, mais on adapte quelques articles. Et ce que l'on appelle les révisions dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, on peut aussi parler d'amendements, comme aux États-Unis. Et donc, la révision ne semble pas poser problème. Et d'ailleurs, notre pays a connu, depuis que la Constitution existe, le 18 février 2011, notre pays a connu sa première révision en 2011. Et c'est l'unique d'ailleurs révision. Et nous pensons, la dernière, si jamais nous nous décidons, vous, peuple, de passer à la 4e République. Alors que le changement, c'est justement déchirer la Constitution, la jeter à la poubelle, parce qu'elle n'est pas adaptée aux nécessités de notre temps, et en élaborer une autre, totalement. C'est ce qu'on appelle changement de la Constitution. Ça veut dire on change tout, de A à Z. Maintenant, attention, il ne faut pas vous fier aux mots. L'on peut dire qu'on révise une Constitution pour dire qu'on change quelques articles, mais en réalité, comme vous savez, les politiciens sont parfois malins. C'est pour ça que le peuple doit être vigilant contre les politiciens. C'est pour cela que nous avons créé une ONG pour vous mettre en alerte, pour contrôler votre propre pouvoir, parce que les politiciens ne sont que ceux à qui vous accordez le pouvoir. C'est pour ça, à l'article 5 de notre Constitution, il est dit le peuple est souverain, c'est-à-dire les titulaires du pouvoir, qu'il exerce soit par lui-même, à travers ce qu'on appelle les référendums, ou qu'il exerce par ses représentants, ça veut dire vos élus. C'est pour ça qu'on parle des élus du peuple. Mais est-ce que les élus du peuple nous ressemblent encore? C'est ça la vraie question. Donc, mais à travers la révision, on peut, soi-disant qu'on bouge quelques articles, mais en réalité, on change la Constitution. C'est le cas que l'on a connu en 2011. Et là, il y a eu changement de la Constitution. Malheureusement, le camp qui était au pouvoir hier et qui est opposant aujourd'hui prenait le changement de la Constitution ou sa révision. Et le camp qui est au pouvoir aujourd'hui et qui était dans l'opposition hier disait non au changement de la Constitution. En tout ça, ça vous amène une confusion. Ceux qui étaient pour disent non, ceux qui étaient contre disent oui. Et cela, ça vous perturbe, je pense, et ça perturbe le peuple. C'est pour ça que nous avons voulu apporter l'éclaircie et ouvrir les débats. Et donc, je vous disais que la révision peut être trompe-l'œil. Je vous donne un exemple très rapide. Quand vous prenez, allez, je vais en donner deux. Quand vous prenez la révision de 2011, parmi les articles qui ont été révisés, vous avez l'article 149 de la Constitution. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait que les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui y sont attachés constituent ce que l'on appelle le pouvoir judiciaire. Et quand vous allez à l'article 220, l'article mythique, l'article tabou, ne touche pas à ma Constitution. Lequel article qui interdit toute révision constitutionnelle, on vous dit aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour finalité de toucher ou de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Or, en enlevant le parquet du pouvoir judiciaire, on a diminué son indépendance d'une indépendance absolue. Les magistrats du parquet sont devenus avec une indépendance relative, puisque désormais soumis au pouvoir de l'exécutif
et précisément du ministre de la Justice. Et je crois que vous avez suivi la guerre qu'il y a entre le combat que mène le ministre Moutamba, qui veut avoir une main réelle sur notre justice, dite malade, et les magistrats autour de l'indépendance. Excusez-moi. Pour bien palper cela, alors j'illustre cela par un exemple. Aujourd'hui, on se plaint de la surpopulation carcérale, ça veut dire beaucoup de prisonniers, beaucoup de détenus qui ont peuplé la prison de Makala ou des prisons au Congo. Pourquoi on en arrive à cela? C'est parce qu'au Congo, un magistrat du parquet peut de lui-même vous convoquer au parquet dans son bureau et lui-même décider de vous envoyer à Makala. C'est ce que l'on appelle MAP, mandat d'arrêt provisoire. Il vous mappe tout de suite. Et sans voir les juges, sans être avec votre avocat, il vous envoie à Makala. Et vous allez y faire 5 jours. Conséquence, avec la corruption montante, c'est que vous avez compris que ce magistrat qui est seul vous envoie à Makala. Alors que dans d'autres pays, comme en France, je crois que j'ai été déjà présenté, je suis avocat en France, je ne sais pas si à l'ouverture, on m'avait présenté, mais quand vous prenez ma petite brochure vers la fin, vous avez toute ma présentation, vous savez qu'il n'est jamais facile de parler de soi-même. Et donc, quand je prends des pays comme la France, un magistrat du parquet ne peut pas envoyer quelqu'un à Makala. Non. Il va décider de vous envoyer à Makala, mais avant d'y aller, il va aller demander l'autorisation chez le juge, et seul le juge envoie quelqu'un à Makala. Ça voudrait dire que vous avez compris que, en mettant le magistrat du parquet au pouvoir de l'exécutif, le ministre de la Justice peut demander au magistrat congolais, arrête-moi X, Y, et donc on vous arrête. C'est pour cela que les constitutions de 2006 avaient voulu, qu'on appelle constitution ordinaire, avaient voulu que le magistrat du parquet soit indépendant, et même alors, c'est parce qu'il a la possibilité de vous priver de votre liberté. Qu'est-ce qui est plus cher que la liberté pour un individu? En dehors de la santé, c'est la liberté. Quand on vous prive de votre liberté, on casse votre famille, parce que dans l'entretemps, vous êtes emprisonné. Probablement, si vous n'avez pas la chance, la femme va vous quitter, les enfants vont devenir des phaseurs. Voilà pourquoi on doit protéger vos libertés. Mais cette constitution ne protège pas vos libertés. Parce qu'on vous envoie à Makala immédiatement, et comparé par exemple à la France, vous allez voir les juges au Congo 5 jours après, mais en France, c'est avant d'y aller. Deuxième exemple, l'on a décidé, par la révision de 2011, de donner au président de la République le pouvoir de révoquer les gouverneurs de province. Alors que quand vous prenez notre constitution, on vous dit que nous sommes un État décentralisé. Ça voudrait dire quoi, la décentralisation? Ça voudrait dire qu'on permet aux entités décentralisées, ça veut dire à nos provinces, chacun est venu de quelque part dans cette salle, et quand on vous demande, vous êtes de quelle province? Par rapport au pouvoir central, qui reste à Kinshasa, et qui ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe dans vos provinces et dans vos villages, on a voulu que les autorités locales que vous allez vous-même élire puissent rester indépendants vis-à-vis de l'autorité centrale. C'est ce qu'on appelle décentralisation. Mais c'est pour ça qu'on a voulu, pour garantir leur indépendance, qu'ils soient élus. Mais comment voulez-vous qu'une autorité que vous avez élue puisse être révoquée par une autorité autre qui va mettre en cause
la volonté du peuple. C'est cela qui a été fait en 2011. Question, est-ce qu'on a touché l'article 220 ou pas? Oui, parce que l'article 220 dit qu'on ne peut pas avoir une révision ayant pour finalité de porter atteinte aux prérogatives des provinces. Et donc, vous avez compris que le pouvoir de révision de 2011, qu'on appelle pouvoir dérivé, est allé au-delà des limites qui lui ont été fixées par le pouvoir originaire, qu'on appelle le pouvoir constituant originaire de 2006. C'est quoi le pouvoir originaire? Le pouvoir originaire, c'est le pouvoir, c'est le peuple. Comme vous êtes là, vous dites, nous, peuple, réunis en ce moment, ici et maintenant, nous décidons de pouvoir élaborer une nouvelle constitution. Et donc, ce pouvoir-là, qui a habilité à rédiger ou à élaborer une constitution, on l'appelle le pouvoir originaire. Et ce pouvoir-là a pour caractéristique d'être un pouvoir illimité. Ça veut dire, au-dessus du peuple, le peuple n'a pas une autorité. Le peuple peut tout, décide de tout. Et quand ce pouvoir-là élabore une constitution, c'est... Maintenant, il y a un débat dans notre pays, il y a une polémique qui est née. Qui est notre pouvoir originaire? Est-ce notre Sénat de 2005 qui aurait élaboré la Constitution ou c'est les belligérants, les étrangers? C'est ça, les débats. Sauf que, à ces débats, qu'est-ce qu'on va retenir? On va nous dire que la Constitution était... On a commencé avec Sand City, entre belligérants. On est passé au Bas-Congo, et puis on s'est retrouvé à Kisangani, et enfin on s'est retrouvé au Sénat. Et il y avait quelques étrangers, bon, mais parce qu'ils sont d'origine congolaise, alors que le Congo, la nationalité congolaise est une exclusive, ben on va dire, mais l'expert qui a élaboré, il est belge certes, mais il est congolais d'origine. On ne peut pas être belge et congolais d'origine, non, ça ne veut rien dire ça. Soit on applique les textes, soit on les viole. Et donc, quand vous êtes belge, vous n'êtes pas congolais. Et quand vous n'êtes pas congolais, vous n'avez rien à faire dans la salle où on parle Congo en rédigeant la Constitution. Donc, voilà un peu, je crois que tout le monde a compris, par rapport à cette polémique, je crois que le camp du non à la Constitution pourra venir ici contredire très rapidement cet argument et nous aurons l'occasion d'en débattre. Mais ce que je voulais dire par là, les pouvoirs originaires, c'est ce premier pouvoir-là que l'on a eu, qu'on appelle Sénat ou qu'on appelle les gens belligérants de Sand City qui ont mis en place la Constitution de 2006. Quand le pouvoir originaire met en place une Constitution, il disparaît et il laisse ça au deuxième pouvoir pour la révision qu'on appelle pouvoir dérivé, qui ne peut pas réviser au-delà des limites qui lui sont imposées par les constitutions originaires. C'est pour ça que vous entendez dire que nulle part dans la Constitution, le mot changement n'existe pas, mais existe la révision. Mais quand on vous dit ça, ça bouleverse l'esprit, ça veut dire qu'on marche sur la tête. Et malheureusement, cela est dit par ceux à qui on fait confiance. Généralement, dans ce pays, on parle des professeurs. Et ceux-là qui vous prêchent ça, je me demande si c'est qu'on enseigne aux étudiants. Non. Dans la Constitution, on ne peut pas parler du changement. Parce que quand vous avez compris ce que c'est le pouvoir originaire et ce que c'est le pouvoir dérivé, vous comprenez qu'il y a une Constitution, c'est le pouvoir originaire qui crée le pouvoir dérivé pour réviser dans les limites du père créateur qu'on appelle pouvoir originaire. Mais si vous dites qu'il fallait que la Constitution de la Troisième République définisse les mécanismes de son changement, c'est comme si vous demandez à une personne de se suicider, ou autrement dit, de définir
de mécanisme, ça voudrait dire que le pouvoir dérivé qui est dans la Constitution va imposer des limites au pouvoir originaire. Or, le pouvoir originaire, c'est un pouvoir illimité. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas parler du changement de la Constitution dans la Constitution. C'est comme quand vous achetez votre voiture, vous avez la possibilité, on va vous indiquer comment vous pouvez réparer, ou quand vous avez acheté un appareil, mais on ne va pas vous dire comment vous allez mettre votre appareil dans la poubelle et commencer à en acheter un nouveau. Donc, de manière simple, les catalogues que vous avez, considérez ça comme pouvoir dérivé qui vous permet comment réparer. Et quand vous voulez maintenant jeter l'appareil, vous n'avez pas besoin de catalogue, vous achèterez un nouveau catalogue qu'on appelle la nouvelle Constitution. Je crois que je vous ai bien expliqué, je crois à mon avis, ce qu'on peut appeler pouvoir originaire et pouvoir dérivé. Et à partir de là, nous pouvons très rapidement vous donner les éléments que j'ai commencé à invoquer en mon introduction pour vous donner les éléments qui permettent qu'on puisse, à mon avis, changer la Constitution. J'ai pris seulement très rapidement deux crises institutionnelles qu'a connues notre pays. La première crise, c'est la crise des divorces FCC-Cash. Et tout le monde a connu les conflits entre le Premier ministre Ilou Kamba et le président Tshisekedi, qui s'est soldé au final par le départ des ministres Ilou Kamba. Pourquoi il y a eu cette crise? C'est tout simplement à l'article 78 de notre Constitution qui dit que le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre, mais sur sa démission. Question, si le Premier ministre refuse de démissionner, comme Ilou Kamba l'a fait, quelle sera la solution? Nous entrons dans la crise. Deuxième chose, on vous dit, le gouvernement conduit, c'est l'article 90 ou 91 de la Constitution, le gouvernement conduit, définit et conduit la politique du pays en concertation avec le Premier ministre. En concertation. Qu'en est-il s'il n'y a pas concertation? Rien n'est prévu. Conséquence, crise. Et vous voyez la crise en France, où le Premier ministre vient de tomber, puisque nous avons imité le régime français. Et vous voyez, les gens chez qui on a imité sont en train de sortir de leur constitution, de la 5e République, pour passer à la 6e, parce que la constitution qui a mis en place notre 3e République, c'est une constitution malade et frappée d'une maladie congénitale que l'on ne peut pas guérir. Voilà l'exemple de crise. Deuxième crise, vous avez la crise qu'on a connue. Vous savez que les fléaux de ce pays, c'est les voleurs de la République qui détournent l'argent de l'État pour vous affamer et se remplir des poches. Il ne se passe aucun jour sans que vous puissiez entendre qu'on a détourné, et c'est toujours en termes de millions. Et nous avons connu une crise où un ancien Premier ministre a été poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Et là, alors que notre Constitution dit son objectif a été de lutter contre l'impunité, on nous a répondu que le juge était incompétent pour juger l'ancien Premier ministre, puisque l'article 163-164 de la Constitution dit qu'on ne peut pas juger l'ancien Premier ministre. Heureusement que le juge, le premier président de la Cour constitutionnelle, qui avait dit ça, le sort avait réglé son sort parce qu'il a été tiré au sort et il n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Et heureusement, nous avons eu un deuxième président de la Cour constitutionnelle, M. Kamoleta, qui a eu le courage de dire qu'il n'est pas possible qu'un pays puisse avoir un voleur sans juge. Vous savez, en droit, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence entre les détourneurs, les voleurs de la République, comme je les appelle, en cravate, qui eux restent libres, alors que nos enfants, pour avoir volé un pain par faim,
on n'encourage pas cela. Eux, malheureusement, se retrouvent en prison. Vous voyez que c'est l'anti-valeur. Conséquence, nous avons une constitution qui consacre les anti-valeurs. La question à se poser, allez-vous accepter de la réviser ou de la changer? À vous de décider, mais au travers de ces exemples et les débats qui vont suivre, je vous propose de la changer. C'est de dire pourquoi changer. Ben, déjà, je réponds à cette question pour répondre, n'est-ce pas, à la philosophie de notre héros national. Un jour, l'histoire du pays sera écrite, non plus à Sand City, mais sur les territoires congolais. Bon, vous me direz qu'il y a eu des constitutions qui ont été rédigées sur les territoires congolais. Je n'en connais pas. Nous avons connu des régimes dictatoriaux et il nous fallait maintenant changer. Sauf que vous n'avez pas compris que quand ils ont dit qu'il fallait changer, c'est eux-mêmes qui avaient mis les dictateurs. Comme il y avait la guerre froide et qu'ils ont mis fin à la guerre froide, ils n'avaient plus besoin des dictateurs. Eux-mêmes vous ont dit maintenant changer. Et on vous a amené ce que vous appelez démocratie. Et dans ce vent-là de la démocratie, on nous a amené les aventuriers de l'AFDEL. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Kabila lui-même qui les avait amenés, qui a dit que c'était des conglomérats d'aventuriers. Et donc, ils ont mis en place le régime Kabila, qui se réfère d'ailleurs à l'acte de créateur de l'AFDEL dans la constitution que nous avons eue de transition, qu'on a appelé le 003. Et cet acte-là a conduit à M. Joseph Kabila, et de Joseph Kabila, on nous a pondu cette constitution des belligérants. Bon, on va dire que ça a été rédigé par les Congolais, mais sauf que la question est, est-ce que l'esprit qui est dans la Constitution, c'est un esprit congolais? Général de Gaulle disait, c'est quoi la Constitution? Un esprit, je vous ai dit, il faut écrire notre histoire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, c'est ça notre esprit. Vous allez vous interroger, la Constitution actuelle, l'esprit qui y est nôtre. Je n'y crois pas. Ce sont des fantômes qui se cachent, qui nous amènent la guerre de l'Est et consorts. La Constitution est un esprit, la Constitution une pratique. Je vous ai démontré que nous avons connu des crises. Est-ce qu'à travers ces crises que nous avons connues, est-ce que la Constitution, qui a pour finalité d'encadrer la vie politique, est-ce que la Constitution a pu encadrer cette crise et y apporter des solutions? Je ne pense pas. Et enfin, notre Constitution actuelle, j'ai indiqué quelques articles très rapidement. Il y a l'article 9 qui nous dit l'État exerce sa souveraineté sur les sols, au lieu de dire ce que l'on disait sous la loi Bakajika, les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État. Donc à la notion de propriété, on nous a pondu une notion qui ne dit pas son nom, qu'on appelle souveraineté. On vous a dit qu'il y a l'article 217 qui pose problème, et on a dit que le président de la République a, non à propos, et se serait trompé en évoquant cet article 217 qui dit que l'État peut céder une partie de sa souveraineté, non pas céder, peut abandonner. On vous a dit que c'était normal, moi je trouve que ce n'est pas normal, on en débattra. On vous a dit que l'article 51, l'État doit protéger la minorité. Si on vous demande dans cette salle quelle est l'ethnie minoritaire, je crois que tout le monde, c'est pour ça que je vous ai dit que les questions constitutionnelles sont des questions qui sont tabous et où on dit tout bas ce qu'il ne faut pas dire tout haut. Mon secrétaire général a dit que nous avons le courage, au risque de notre vie. Quand on parle des minorités, tout le monde pense au Banyamulenge qu'il fallait protéger. Vous avez les Kassaïens qui ont été tués au Katanga et je venais de finir mes études. C'est ce qui a entraîné qu'on puisse quitter Katanga en fuyant. Jamais on a parlé des génocides Kassaïens. Jamais on a dit que les Kassaïens étaient minoritaires, qu'il fallait les protéger. Mais quand vous touchez un Tutsi, c'est toute la communauté internationale qui va se soulever. Nous avons nos frères et sœurs pygmées. Donc, votre article 51, c'était une doliprane pour que vous puissiez avaler la pilule dure
au lieu qu'on vous parle de Banyamulenge. Nous avons eu des ministres Banyamulenge ici qui se disaient qu'ils sont congolais. Quand il a fallu qu'on nous tue et nous fasse la guerre, qu'on a appelé la deuxième guerre, ils ont pris leur avion, ils sont rentrés chez eux jusqu'à aujourd'hui, et de là, ils sont devenus des Rwandais. Donc, nous saluons en définitive cette initiative prise par le président de la République de briser les mythes et d'ouvrir les débats. Et nous pensons que le débat est ouvert pour que demain, dans la 4e République,